Salut à tous et bienvenue dans le 162e numéro de Hors-jeu Capital, le podcast qui décrypte l'actualité du PSG et aussi ses matchs. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la rencontre qui a eu lieu hier soir au Parc des Princes, décidément. Je suis pas très bien réveillé. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, un but dans les toutes dernières minutes, un but de Kylian Mbappé sur un service de Lionel Messi. Et pour parler de ce match, je vais vous présenter mes trois acolytes du jour. Tout d'abord, le titulaire indiscutable, celui qui était au parc hier soir en tribune presse pour analyser ce match, c'est Yacine Amned. Coach Yacine, comment ça va ce matin? Salut à tous. Ouais, ça va bien, ça va bien. Bah oui, t'as vu un super match hier. T'es heureux? Écoute, Paris a 16 points d'avance en tête de la Ligue 1 et encore en Ligue des Champions. Oui. Ça marche sur les adversaires. Voilà. Bon, pour ceux qui voulaient du positif, c'est terminé. Donc vous pouvez. Merci pour tout. On sent encore. J'aurais pas plus. Mon deuxième acolyte du jour, mais vous l'avez déjà vu dans le podcast, c'est quelqu'un de la famille Paris United, c'est Jean-Baptiste Guégan. Salut JB, comment tu vas? Ça va super bien, j'ai vu le match ce matin, un bonheur, une joie intense. Le meilleur moyen de se réveiller et d'avoir envie de casser la télé, mais tout va bien. Oui, parce que tu n'as pas pu voir le match hier soir, donc du coup, tu l'as regardé tôt ce matin. Et c'est vrai que démarrer un week-end par un PSG Rennes de cet acabit, j'avoue que tu as beaucoup de phrases. Le meilleur, ça a été l'intervention de Pochettino après, pour expliquer à quel point le match était extraordinaire. Et ça, c'est un bonheur. Devant un café, c'est le meilleur réveil du monde. Mais imagine-toi que Yacine, lui, il l'a vu. Tu étais à la conférence, Yacine, hier soir, à la conférence de presse. Tu l'as vu en live, tu nous raconteras. Hein. Ouais, bien sûr, un grand moment comme d'habitude. C'est mon héros, Yacine. Yacine, c'est vraiment mon héros. Aïe, toujours au premier rang. Et pour finir, comment on peut présenter notre dernier acolyte? Si hier les membres du CUP ont manifesté leur mécontentement, je vous présente un membre du CUV, du collectif Ultra Versailles, c'est Nicolas Puravo, qu'on félicite pour la qualification de Versailles en demi-finale de la Coupe de France. Salut Nico, comment ça va? Salut Mousse, salut tout le monde. Bah écoute, ça va. Moi je suis pas comme Yacine, moi je suis pas ronchon. Je suis sur un nuage depuis mercredi et on n'est pas redescendu encore, nous les Versaillais. Donc puis en plus tu vois j'ai pas de petit pull sur les épaules, j'ai pas une patate dans la bouche quand je parle. Donc mais je suis quand même Versaillais, je vous assure, hein, contrairement à ce que l'image que certains nous donnent. Donc ouais, je suis bien Versaillais, je parle normalement, je suis effectivement très très content de cette semaine. À peine gâché par le match d'hier soir, parce que bon, moi j'étais au parc aussi. Bon, voilà, j'étais avec des copains, on a discuté, j'ai un peu regardé le match, mais pas trop. Et bon, voilà, moi j'ai quand même passé une bonne soirée. Un peu froid, mais c'était quand même sympa. On a parlé de Versailles en plus. Ouais, mais est-ce que ton valet t'a servi un petit thé à la mi-temps quand même? Bien sûr, bien sûr. On boit du thé dans le match, toujours, nous, c'est la tradition. Et puis en plus, on était contents parce qu'hier, le club justement a mis un message où ils ont parlé de Robespierre et tout, donc nous ça nous parle tout de suite, hein, tu sais, nous tout ce qui touche. C'est la famille, hein. Donc tout ça c'est la grande famille du Versaillais tout ça, donc carrément. Puis là après le podcast je vous laisse parce que j'ai un match de polo à faire là à 10h. Oui. D'ailleurs on entend un peu les écuries qui sont juste derrière. On est en train de préparer les chevaux là. Ça va être super sympa comme dirait l'autre. Non, mais blague à part, c'est quand même cool. Hein. Versailles en demi-finale, qui l'eût cru? Ouais, non, mais il y a toujours de toute façon des petites équipes qui se font un petit parcours comme ça. Après, arriver en demi, c'est quand même un peu plus rare pour une équipe de N2. Et puis ouais, je pensais pas un jour vivre ça avec ma ville de naissance. Donc ouais, c'est cool, c'est super. Gros engouement à Versailles. Tu vas donc militer pour que Versailles joue au Parc des Princes pour la réception de Nice? J'ai milité à mon petit niveau, à ma petite échelle, mais c'est tombé hier, hein, c'est mort, je vous l'apprends. Avec l'influence que tu as, Nico, avec l'influence que tu as. Refus du PSG, ça y est, là, ça a été, c'est pas officialisé, mais c'est ce qui a été annoncé hier. Refus du PSG à cause de la pelouse qui va être très sollicitée au mois de mars, et du coup, notre ami anglais sur son petit tracteur a dit non, je veux pas du FC Versailles au parc, et donc du coup, je pense que ça va jouer à Charletti, du coup. D'accord, parce que c'est le jardinier qui prend ce genre de décision, c'est pas, ça se situe pas au-dessus. C'est ce qui s'est dit, ouais. Le DG de Versailles a parlé hier et il a dit que c'était pas une question financière,
mais qui avait une pelouse qui allait être très sollicitée au mois de mars, et du coup, ils veulent pas rajouter un match. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait été vraiment sympa, et ça aurait été même encore plus sympa d'affronter Marseille, je vous le cache pas. C'était le rêve absolu, un Versailles-Marseille au Parc des Princes. Vous aurez emmené avec moi, du coup, on aurait été chanté. Vous aurez appris les 3 chants versaillais, ça aurait été sympa. Mais non, donc du coup, bah, écoute, ce sera Charletti, c'est bien aussi. De toute façon, ce sera une belle fête. Et puis Nice, c'est une belle équipe. Donc franchement, moi, je suis content de ce match. Je suis très content et j'ai hâte. On va suivre ça de près et on va revenir au match. Attends, ils peuvent pas demander Jambon, parce que Jambon, c'est plus sympa quand même que Charletti, ouais. C'est horrible. Écoute, Jean-Bouin, je sais pas si c'est un stade qui est homologué pour une demi de Coupe de France, bizarrement. Parce que j'ai lu un article, il n'y a que 3 stades en région parisienne qui sont homologués. Ouais. Donc le parc Charletti et puis le Stade de France. Je crois que Jean-Bouin, ça n'a même pas été évoqué, je crois. C'est là où jouent les féminines, Jean-Bouin. Jean-Bouin, ouais, bah c'est surtout le stade de rugby. Après, c'est peut-être aussi un week-end où il y a un match du Stade français, tu vois, et c'était peut-être aussi. Mais il me semble que le stade n'est pas homologué pour une demi de Coupe de France, à vérifier. Ok, bah on va attaquer tout de suite on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec je le disais, la victoire du PSG 1-0 en toute fin de match, but de Kylian Mbappé sur un service de Lionel Messi avec une compo Navas dans les buts, une charnière Kimpembe-Marquinhos, à gauche la titularisation de Juan Bernat, à droite Hakimi avec un milieu de terrain Verratti, Paredes, Draxler et un trio d'attaque Mbappé, Messi, Xavi, Simons. Première question, messieurs, parce qu'on a vu une première mi-temps assez, j'allais dire, non, je peux dire même le mot, pas terrible, avec peut-être 10 premières minutes où le Paris a mis un petit peu d'intensité, et Yacine, tu l'avais signalé dans ton papier d'après-match, et c'est vrai pareil, avec 5 minutes à la fin du match, mais et en deuxième mi-temps, quelques fulgurances, mais rien de bien extraordinaire, et la stat qui tue, un tir cadré en 90 minutes. C'est le but de Kylian Mbappé. Donc, la première question, messieurs, déjà sur la composition, qu'avez-vous pensé de la composition de départ et les choix de Pochettino? Allez, je te lance, Jean-Baptiste. Le retour de Draxler, mais on voit qu'il est plus à l'aise, comme l'a dit récemment Nico, dans certaines boîtes de nuit à Paris que sur un terrain, justement dans un stade. Moi, j'ai bien aimé Xavi, Simons, mais on a vu que ça plafonnait aussi à un certain niveau. Mais si à un moment donné, il faudrait qu'on arrête d'avoir son petit frère ou son cousin. Et Kylian, toujours incroyable. Après, en termes d'animation, c'était quand même un enfer. On s'est fait balader à certains moments par Rennes. Les actions du début de match, on peut prendre 2 buts. Si c'est une vraie équipe en face et si on n'a pas des attaquants de Ligue 1, t'es mené 2-0 au bout de 10 minutes et puis le match est plié. Nico, merci JB. Nico, même question sur la compo et sur le match en général. Avec JB et Yacine, ça va être le podcast des dépressifs, j'ai l'impression. je vais essayer de mettre un peu d'optimisme, parce que sinon, on va perdre des gens en route. Nico, il faut mettre un peu d'optimisme. Parlons de Lionel Messi. Sur la compo de départ, je la trouve assez logique à 4 jours d'un match de Ligue des Champions, globalement. Il fait tourner sur quelques postes. Déjà, en plus, faut pas oublier que pour le milieu, il y avait quand même pas mal d'absences entre les suspension de Danilo, les mecs blessés, Gay qui revient de la CAN. Ouais. Donc sur la compo, elle est plutôt logique en soi. Voilà, il essaie de relancer quelques joueurs. Il fait tourner un petit peu, notamment, il a reposé Nuno Mendes en donnant un peu de temps de jeu à Bernat. Je trouve que la compo en elle-même, elle est pas folle quand tu vois le 11, parce que tu t'imagines qu'effectivement il va y avoir des zones comme un Draxler au milieu où ça peut être c'est acquis tout double. Ça, c'est sûr que dans ces cas-là, tu sais pas trop ce qui va se passer. Mais à l'arrivée, je trouve que c'est plutôt cohérent comme compo d'équipe par rapport aux forces en présence. Et puis, il y a toujours des gens qui disent qu'avant un match de Ligue des Champions, il faut mettre tout le monde au repos parce que c'est dangereux. Il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, il faut garder le rythme et donc ils ont besoin de jouer. Je pense qu'à l'arrivée, il est un peu mixé. Moi, c'est vrai que j'aurais plus mis un Verratti, par exemple, sous cloche. Je l'avais dit. J'aurais peut-être aussi pas pris non plus de risque avec Marquinhos ou avec Mbappé. À l'arrivée, tu te rends compte que sans ces joueurs-là, tu gagnes peut-être pas hier soir. Et puis, peut-être qu'aussi, ils ont besoin de jouer. Donc, non, compo pas trop mal, on va dire, sur le papier. Et puis, en plus, le petit bonbon en prime avec la première titularisation du petit Simons, pardon. Je sais pas comment on dit, Simons. Simons. C'est ça.
Ok. Donc non, coup sur la compo de départ, pas énervé, pas non plus foufou, mais plutôt curieux de voir ce que ça allait donner. Yacine, toi, tu avais plus ou moins deviné la compo hier soir, avant on a discuté avant que tu arrives au Parc des Princes hier soir, quand on a appris la titularisation de Draxler et de Simmons. Tu m'as tout de suite dit, et moi j'avais trouvé ça, je t'avais dit non, je pense pas quand même. Tu as dit, tu verras, il fera jouer Draxler au milieu de terrain et Simmons dans le trio d'attaque, et c'est exactement ce qu'il a fait. Évidemment, comme l'a souligné Nicolas, il y avait quelques absents. Il y avait la suspension de Danilo, blessure d'Herrera et le retour de Khan, de Gay. Je parle du poste du milieu de terrain. Donc, du coup, sur la composition, c'était plutôt cohérent, Yacine. Oui, parce que je pense qu'il a imaginé qu'il allait avoir le ballon, donc Draxler plus bas. Draxler a quand même, malgré tout, plus d'expérience que Simmons. Donc envoyer Simmons au milieu dans un match contre Rennes quand même, parce que Rennes c'est plutôt une des bonnes équipes de Ligue 1 cette saison. La seule équipe qui avait battu le PSG au match aller d'ailleurs. Donc je pense que tout ça mélangé, c'était plutôt logique. Et moi j'avais même l'idée, alors, évidemment la prestation m'a calmé, mais moi j'avais même l'idée que par rapport à tout ce qui se passe, le retour de Gay, enfin les joueurs avec qui on a des doutes, que si Draxler faisait une bonne prestation, moi je pense qu'il pouvait postuler dans les 3 du milieu contre le Real, mais évidemment. Et Voilà. avec le retour de Gay, je pense qu'on va s'acheminer vers un Paredes, Gay, Verratti. Ouais, parce qu'en fait la question Gay, c'est vraiment l'interrogation principale parce que évidemment il était pas blessé, donc il a joué pendant la CAN. Ah, il a du Donc il rythme. voulait Hein. pas. Voilà. Mais il y a la descente après un titre. Et en fait, c'est un peu à qui tout double. C'est-à-dire que soit il est dans l'euphorie du titre et il a les cannes pour enchaîner, soit, ben oui, le titre, la fête, machin, et il est en descente. Et là, bah, ça va être compliqué en fait de jouer mardi. Donc là, il y a que le staff qui va pouvoir le juger sur ce qu'ils vont voir, sur les tests qu'il va faire. Voilà. Après, évidemment que s'il est en jambes, enfin, en tout cas, s'il est dans la phase euphorique, évidemment qu'il va jouer parce qu'au moins il a du volume de course déjà. Ouais. Nico, sur le jeu, que ce soit sur la première ou la deuxième mi-temps, on a encore constaté que Pochettino s'est cassé un peu les dents devant le bloc bas de Rennes. Rennes qui est quand même plutôt une bonne équipe de Ligue 1. Yacine l'a rappelé, la seule équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain cette saison en championnat. Et force est de constater, Nico, que le PSG n'y arrive toujours pas face à ce genre de bloc, ce genre d'équipe. Oui, bah, on a vu un match qu'on a déjà vu un paquet de fois cette saison, c'est clair. Hein, une équipe de Rennes, on peut même pas leur en vouloir en fait de jouer comme ça parce que tu sais, si tu ouvres le jeu contre Paris, il y a des risques de te faire trouer dans tous les sens. Par contre, c'est vrai que dans ces cas-là, tu n'annonces pas en conférence de presse le vendredi que c'est important de savoir jouer au foot et qu'il faut pas avoir peur de jouer contre Paris parce que voilà, hier, il y a un double bus installé, il y a clairement une volonté de défendre coûte que coûte et puis d'attendre le contre qui va te permettre d'aller marquer ton but. Et Paris ne s'est pas joué contre ces équipes-là cette année parce qu'il y a trop de manques. Déjà, il y a un manque collectif qui est criant et ça, bah, on va en revenir toujours à Pochettino et à une année de travail qui finalement collectivement n'a pas abouti à grand chose. Et puis après, tu as des comportements individuels qui font que tu peux pas t'en sortir. Quand tu vois l'intensité dans les courses qui sont faites avec le ballon, tu comprends. Il n'y a absolument aucun mouvement de joueur qui court à vide, donc forcément ça libère pas d'espace. Et puis alors moi, ce qui me rend dingue sur le match d'hier, je sais pas à la télé si ça se voit autant, mais c'est la vitesse des passes, quoi. C'est d'une lenteur. Y a aucune passe claquée, quoi. Les mecs, tu peux pas déstabiliser un bloc en ayant aussi peu de vitesse dans tout ça. T'as pas de changement d'aile, t'as pas de course, t'as pas de vitesse dans tes passes. Comment est-ce que tu veux déstabiliser 11 mecs qui sont bien en place? Donc à l'arrivée, voilà, ça a donné ce match vraiment très très ennuyeux. Et puis bon, bah ça tourne dans le bon sens parce que t'as des individualités, et puis parce que t'as pas de réussite dans le match avec le poteau, le but de Mbappé refusé pour hors-jeu de 0,3 mm. J'ai revu les images vraiment limite. Et à l'arrivée, tu marques. À la télé, c'est vrai que tu as l'impression qu'ils sont exactement sur la même ligne. Il n'y a même pas un genou qui dépasse. La décision est surprenante.
C'est la même position que le but accordé aux Marseillais et aux Niçois. Sauf que les gens du Var en Coupe de France mercredi soir, ils étaient plutôt favorables à donner l'avantage à l'attaquant. Et là, c'était avantage aux défenseurs. Bon, après, on va pas polémiquer là-dessus, on s'en fout un peu. Mais oui, voilà, c'est toujours les mêmes matchs avec le PSG. Et, tant que tu joues des équipes comme ça, qui jouent bloc bas et qui sont très regroupées, bah tu sais pas faire et ça changera pas de toute façon jusqu'à la fin de la saison. Je vous l'ai déjà dit, donc faut espérer pour le spectacle et les gens qui vont au parc qu'il y ait quelques équipes quand même qui ouvrent un tout petit peu le jeu d'ici la fin de saison. Parce qu'hier on s'est vraiment ennuyé, mais moi je me suis vraiment ennuyé hier, quoi. Yacine, c'est vrai que on va en venir au milieu de terrain et encore une fois, sans la présence de Verratti hier, je sais pas comment se serait terminé le match. Il était encore au four et au moulin. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du milieu de terrain parisien, en sachant que Draxler, c'était un intermittent, voire plus qu'un intermittent, peut-être même un emploi fictif. Est-ce qu'on peut parler d'emploi fictif pour Draxler, Yacine? Mais en fait, ce qui est marrant, les gens nous expliquent que Paris peut pas jouer avec deux milieux de terrain, que Paris peut pas jouer en 3-4-3 parce que tu as deux milieux de terrain, que Paris peut pas jouer en 4-4-2 parce que tu as deux milieux défensifs. Mais en fait, il y en a pas deux, il y en a un. Il y en a un qui fait tout. Les deux autres, c'est des fantômes. C'est la spécialité de je suis là, mais je suis pas là, je suis caché. Draxler, franchement, alors Draxler, je vais pas mentir, moi j'y ai cru les 3 premières minutes. Non, mais en plus, c'est vrai. Ouais, Il a un ou deux. un contrôle de balle, sur. Alors, non, il y a le jeu avec ballon, parce que moi, techniquement, il est quand même à l'aise. Mais en fait, il y a deux contre-pressing où je le vois aller, avancer, défendre en avançant, contrer un ballon. Je me suis dit, tiens, il a décidé de jouer un peu et de se montrer, puisqu'on avait parlé que sa titularisation, elle pouvait l'amener à être titulaire mardi s'il faisait un bon match. Et puis finalement, bah, après mon texto de la 3e minute, bah, il a disparu, on l'a plus revu. Voilà, il a pas envie de courir, il est là, il se balade, on sait pas trop. De temps en temps, il a un ballon. Yacine, le Draxler. Il a peur de se faire mal. Ouais, il a pas envie. Non, il a pas envie, il est bien. Il est comme dit, comme dit Nico. En plus, le maillot était blanc hier. Nouveau maillot domicile, parce que nous, on a des maillots domicile, des changements de couleur, enfin bref. Comme dit Nico, apparemment, le maillot blanc, celui-là, il va rester blanc et bien blanc. Ah bah là, Parce que je sais pas, ceux qui étaient au parc. il peut enchaîner la boîte de nuit avec derrière, pas de Non, souci. mais nickel. Ceux qui étaient au parc, parce que Nico en parlait. Alors évidemment, la qualité, l'intensité dans les passes et tout, on en a parlé souvent. Parce que Verratti, il était pas tout. Verratti, son short et son truc, ils étaient plus tout blancs. Il était partout. Il était cuit à la fin. Et je me suis demandé, franchement, je me disais, mais est-ce qu'il va le sortir à un moment donné? Parce que honnêtement, il était cuit. Et son carton jaune de la fin, c'est parce qu'il est cuit. Et mais bon, bref. Et puis Paredes, ben, toujours pareil. Hein. Paredes, tranquille, il est là, il se balade un peu. Il se balade moins que Draxler. Hein. Il se balade moins loin. Il s'éloigne pas des eaux territoriales. Apparemment, il y a un bip. Dès qu'il y a certaines zones où ça bip, il prend un coup d'électricité. Il a pas sortir de son jardin. C'est ça. Donc vite, il se replace là où il va, parce que plus de 5 mètres, il n'a pas le droit. Et même avec ballon, il crée plus rien. Voilà, franchement, c'est très très dur. Et honnêtement, parce que en échangeant avec les gens, je crois qu'à la télé, on se rend pas vraiment compte. Mais au parc, non mais honnêtement, c'est hallucinant. Les courses, il y a rien. Il y a des joueurs qui marchent, des joueurs qui marchent. L'intensité dans les pas, j'en avais parlé, mais tu vois, cette fois Nico était au parc et il a remarqué au parc. Non mais vraiment, c'est trop flagrant. Le ballon, il avance pas. Donc, voilà, après tu gagnes en fin de match parce que tu as du talent et puis c'est tout quoi. Merci pour ton analyse, Yacine, toujours empreinte de beaucoup d'enthousiasme. Franchement, j'étais au max. Hein. Je peux pas faire mieux. Ça va, ton sourire, c'est déjà pas mal. Tu progresses, Jean-Baptiste, il y a quand même eu quelques satisfactions. J'ai envie de dire toujours les mêmes dans l'effectif. Marquinhos, même Kimpembe, hein, qu'on pu la baraque, même si Rennes n'a pas eu énormément d'occasions. Hein. Je repense à la reprise avec rebond de Bourigeaud, il me semble, c'est en première mi-temps où Navas la sort. Mais même s'ils ont eu des situations, Jean-Baptiste, la défense parisienne a été plutôt bonne. Encore une fois, je parle de Navas, Kimpembe, Marquinhos. Satisfaction au milieu de terrain, Yacine vient d'en parler
Marco Verratti et devant Mbappé qui a pas fait un match énorme, mais voilà, qui est toujours concentré, toujours là jusqu'à la fin du match et qui met ce but dans les arrêts de jeu. Donc voilà, on compte toujours sur les mêmes, Jean-Baptiste. Hein. Bah, pour une équipe qui joue à 8, on est pas mal. Hein. Quand tu regardes, à partir du moment où tu as ta colonne vertébrale avec ton gardien, quel que soit le gardien, parce que les deux sont bons, t'as Marquinhos qui est là, Verratti qui est là, avec ton Mbappé devant, et éventuellement quelqu'un qui fait le lien au milieu, ça passe. Et ça va, t'es en Ligue 1. Le crash test, on l'attend. De toute façon, le seul crash test de la saison, c'est les matchs aller-retour après la phase de poule en Ligue des Champions. Donc là, on y arrive. Ce qu'on a vu jusqu'alors, bah, c'était pas au niveau. On verra si on est capable de jouer cette fois à 11. Après, si, il y a eu des beaux moments. Il y a eu la célébration au début avec Diallo et Gana Gueye. Ça, franchement, en termes de collectif, c'était quand même cool. Et puis, il y a eu la fin, c'est-à-dire le but de Mbappé. Le problème, c'est les 90 minutes entre. C'est tout. C'est ça. C'est ça, exactement. Moi, j'ai kiffé ce matin. J'ai adoré. Passer ma meilleure vie. Ah, j'avoue que commencer ce genre de match à 6h30 un samedi matin, encore une fois, chapeau. J'ai un peu mon respect, Jean. Et le maillot blanc, bordel. Le maillot blanc au parc à domicile. Je veux bien hein, le côté marketing. Hein. Je peux te le vendre, hein, je peux te l'expliquer, mais. T'inquiète pas, on va y revenir dans pas longtemps. On va parler de ce qui s'est passé dans les tribunes et l'histoire du maillot. Nico, moi, je voulais aussi avoir ton avis sur la première titularisation de Xavi Simons, qui a joué dans le trio d'attaque hier et qui m'a semblé plutôt bon dans la continuité de ce qu'il a fait lorsqu'il rentre, parce qu'en général, il est, comme on l'a dit, c'est sa première titularisation, mais je l'ai trouvé plutôt bon hier, qui a pris quelques initiatives et on dirait qu'il a moins peur, qu'il ose un peu plus peut-être. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, toi, Nico? Ouais, je pense qu'il est encore un petit peu tendre, franchement, pour ce genre de titularisation. Je trouve qu'il est plus intéressant quand il rentre 20-25 minutes comme ça en fin de match. Hier, c'était pas simple, j'ai trouvé pour lui, surtout que après il est aussi dépendant de ce qu'il y a autour de lui. Donc je l'ai trouvé un peu léger sur sa. Oui. Dans l'envie, dans ce qu'il veut démontrer sur le terrain, moi j'ai trouvé plutôt pas mal. Alors oui, maintenant c'est autre chose. Oui, sur le comportement, sur la prise d'initiative, il a été assez intéressant. Il a été, comme tu dis, il a pas peur, il s'est pas caché contrairement à d'autres. Après, il y a beaucoup de pertes de ballon, il y a pas mal de mauvais choix. Il y a de la précipitation, comme sur cette frappe quand il est face au but et voilà, avec un peu plus d'expérience, il voit qu'il a le temps de contrôler et d'ajuster une meilleure frappe. Donc il a un petit peu les défauts de ses qualités, j'ai envie de te dire, voilà, il y a de la fougue, il y a de la jeunesse, mais il y a un petit manque d'expérience et c'est normal. Après, voilà, il fait un beau match, malgré tout, parce qu'il se comporte bien, parce qu'il a de l'activité, parce qu'il presse, parce qu'il ne se cache pas dans les duels. Et d'ailleurs, quand il est remplacé, je crois que c'est avec Paredes, ils sortent en même temps. Paredes, ouais. Il est gentiment sifflé. Le petit Simons, il est applaudi par le parc. Donc, tu vois, ça trompe pas. Donc, non, c'est un match encourageant. Mais après, on va revenir à ce qu'on a dit un petit peu avant. C'est que ce joueur, comme Michou et puis éventuellement d'autres, ils auraient dû gratter du temps de jeu depuis bien plus longtemps que ça. Parce que quand tu arrives effectivement à la Ligue avant des matchs de Ligue des Champions, quand tu veux faire appel à eux, tu dois avoir des joueurs qui ont justement déjà plus d'expérience, qui ont déjà plus de vécu avec cette équipe et qui pourraient t'apporter encore plus. Là, le problème, c'est ce qu'on fait avec lui aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le mois de septembre, alors qu'on les voit que depuis 1 mois et demi maintenant. Donc, on a pris du retard sur ces jeunes, mais en tout cas, il répond présent et c'était bien. Je pense qu'il a, voilà, pour une première, honnêtement, titularisation au parc, face à une bonne équipe de Rennes, c'était globalement un match positif, je pense. Merci Nico. Yacine, pareil, même question. Comment tu as trouvé l'attitude de Xavi Simons pour sa première titularisation? Et comme je disais, j'ai l'impression quand même que ça va. Plus il a le temps de jeu, plus ça va. Et comme l'a dit Nico, c'est vrai que c'est un peu du gâchis. Il y a plein de rencontres de Ligue 1 où il aurait pu apporter peut-être quelque chose. On le voit un peu plus depuis, comme l'a dit Nico, depuis 1 mois et demi, 2 mois. Est-ce que tu penses, toi, avec les prestations qu'il fait ces derniers temps, qu'il peut espérer plus en cette fin de saison et pourquoi pas dans un match de Ligue des Champions? Non, non. Et je peux même dire que faudrait mieux qu'il espère moins, parce que une fois que tout le monde sera revenu, malheureusement, je sais même pas s'il sera encore dans le groupe.
Mais je rejoins Nico surtout. Je rajouterais que apparemment, lui, alors je sais pas si c'est un hasard ou pas, lui il a le droit de jouer avec Hakimi. Parce qu'il l'a décalé 2 fois, quand même. Étrange. Enfin, apparemment, il y a des joueurs qui ont le droit, d'autres pas le droit, donc lui fait partie de ceux qui ont le droit. Mais voilà, je le trouve intéressant et effectivement, comme l'a dit Nico, je pense que le vrai problème, c'est on pourra pas nous taxer d'opportunistes parce qu'on l'a répété plusieurs fois. C'est qu'en cours de saison, quand il y a des matchs que tu as maîtrisés, bah, c'est là que tu dois donner 20 minutes, 15 minutes. Et puis au lieu d'avoir 2 matchs de Coupe de France contre des National 3 et 20 minutes en Ligue 1, bah, tu arrives avec peut-être 150, 200 minutes. Et puis quand on te lance, bah, déjà, tu es un peu plus aguerri. Voilà. Et effectivement, sur le but, tu vois bien dans son geste que c'est la précipitation, l'excitation de j'ai une occasion, faut que je la mette, il y a le feu, je tire tout droit, je rate il apprend pas très bien. Enfin bref, voilà, ça c'est l'expérience. Mais globalement, je pense que oui, c'est un gamin qui aurait dû faire partie de la rotation beaucoup plus tôt. Je voulais aussi avoir votre avis, un mot avant qu'on passe sur ce. Oui, vas-y, Nico. Juste encore pour finir sur le cas Simmons. Il y a un moment en première mi-temps, il déborde, il fait un centre qui est pas bon. Il y a Messi et Mbappé dans la surface. Et moi, ça m'a choqué, c'est la tête, le regard que lui lance Messi, c'était juste devant moi. Messi lui lance un regard, mais d'un air de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce centre merdique et tout. Et toi, là, c'est là où tu te dis, il y a quand même dans cette équipe encore pas mal de boulot pour avoir une vraie cohésion, pour avoir vraiment un espèce d'allant collectif. Tu sens qu'il y a quand même, je connais pas tout dans ce vestiaire, mais voilà, c'est pas évident, je pense, d'être jeune dans cette équipe-là. Comme c'est pas évident de s'appeler Hakimi, on en reparlera. Mais voilà, tu vois, t'as encore des comportements qui te disent, voilà, putain, franchement, les gars, soyez un peu indulgents, quoi. Mais dis-moi, Nico, tu t'es fait une spécialité à défendre les jeunes Hollandais, parce que tu avais le même discours Neymar et Bakker. Aujourd'hui, c'est Messi, Simmons. Tu as du sang en bataille, mon ami? Dénicheur de talent, c'est ça. On m'appelle le recruteur à la tulipe. C'est comme ça. Très bien, merci pour cette précision. D'ailleurs, je voulais vous interroger juste après sur la prestation de Lionel Messi. J'avais envoyé hier un petit message sur le groupe WhatsApp. J'avais vu faire 2-3 crochets Messi pendant le match. Je l'avais trouvé un peu plus vif qu'au début de saison et j'envoie sur le groupe WhatsApp. Il a l'air un peu mieux, Messi. Réponse directe de Yacine Amned. Il m'a répondu nullissime. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous aussi, vous avez trouvé Lionel Messi nullissime et êtes-vous inquiet pour la rencontre de mardi face au Real Madrid? Vas-y, j'y vais. J'ai envie de te dire que la vieillesse est un naufrage et que Messi commence à faire son âge. Après, il sera capable de faire 60 minutes correctes contre le Real, mais est-ce que le Real le laissera faire? Sur un temps limité, évidemment, il y a toujours un potentiel de fou. Mais moi, je suis sportivement déçu par ce qu'il fait. Voilà. Ouais. C'est tout. Je peux pas aller plus loin. Nico? Le Messi d'hier soir, c'est le Messi qu'on a vu 9 matchs sur 10 depuis le début de la saison. Après, moi, ce qui m'énerve vraiment autour de Messi, c'est que évidemment qu'il est capable de faire un très gros match contre le Real. Évidemment qu'il est capable de te mettre un but d'extraterrestre parce que ça reste Lionel Messi. Et s'il fait ça, tout le monde va nous expliquer qu'on n'y connaît rien, qu'on est des cons, qu'on est des blasés, qu'il nous a bien fait fermer nos gueules et que voilà, maintenant, on regarde et on se tait. Mais même s'il te met 2 buts contre le Real mardi soir et qu'il fait un bon match, ça effacera pas ce premier bilan. Voilà, c'est un joueur qui ne fait plus aucune différence. Vous pouvez m'expliquer ça dans tous les sens. Moi, je ne vois plus de différence de la part de Messi. Quand il réussit à dribbler un joueur ou deux, et derrière, il y en a encore 2 ou 3 à effacer. Et puis, plutôt que de donner, il va essayer d'y aller parce qu'il se dit, ça y est, là, voilà mon action référence au PSG depuis que je suis arrivé. Je vais enfin dribbler 5 mecs et marquer un but. Et évidemment qu'il est très décevant sportivement, comme le dit JB. Et évidemment qu'on attend beaucoup mieux. Alors après, je vais un petit peu tempérer en disant que Messi, c'est comme les autres. Il est très dépendant du collectif et qu'on ne se rend peut-être pas assez compte, mais ce PSG n'a aucun collectif aujourd'hui. Donc évidemment que c'est difficile de jouer dans cette équipe-là. Mais nous expliquer que ça reste
ça reste le plus grand joueur du monde et qu'il va contre le Real ou contre City, il va sortir des gros matchs. Ouais, super, super. Mais bon, le match du Real, c'est 90 minutes, quoi. Et derrière, il va y avoir 1100, 2000 minutes à analyser. Et tu peux pas être content de ce que tu vois avec Messi. Franchement, dans l'attitude, et puis même techniquement, il y a encore un déchet monstrueux. Hier, il fait des passes des fois, mais tu te demandes. Franchement, on dirait Kurzawa des fois sur des passes, quoi. Il mettait un ballon à 3 mètres du mec, quoi. C'est une dinguerie des fois des trucs comme ça. Donc ouais, non, déçu comme JB. Et puis même le comportement, même si on sait qu'il marche tout le temps et que c'est son jeu. Moi, ça me saoule de voir un mec qui marche comme ça tout le temps. Voilà, ça commence à me fatiguer. Messi ou pas Messi, moi ça me fatigue de voir un mec qui marche pas, qui marche tout le temps. Ouais. Yacine, je sais que toi aussi, tu as particulièrement énervé, notamment sur une action où il est sur le côté droit, il y a un appel d'Achraf Hakimi où honnêtement, ça peut vraiment amener à une action de but. Il choisit de crocheter, de dribbler, et puis finalement, rien ne se passe. Il a ignoré, comme il l'avait fait avant le départ d'Hakimi à la CAN. Est-ce que toi aussi, je pense que tu es déçu, mais est-ce que tu penses que la lumière, est-ce qu'il peut appuyer sur l'interrupteur mardi, nous sortir un grand match, ou pour toi, il y a peu de chance? Oui, tout est possible parce qu'on le sait, malheureusement ou heureusement, ça dépend dans quelle situation tu te poses, mais oui, le foot c'est comme ça. Sur un match, il y a des joueurs qui sont capables d'élever le niveau à un moment donné, de réaliser un grand match parce que tout se goupille bien, donc tout est possible et malgré tout, ça reste un vrai joueur de football. C'est pas, voilà, sa carrière c'est pas un scandale. Il y a pas de, il est surcoté, etc. Maintenant, son comportement il est inadmissible. Moi, je suis désolé, mais les gens qui le défendent, la fameuse secte, parce que c'est une secte, hein, ils veulent rien comprendre. C'est-à-dire que quand t'expliques qu'il ne joue pas avec Hakimi, qu'il ne veut pas jouer avec Hakimi, on t'explique que c'est Hakimi qui est nul. D'accord. Or, c'est faux. Déjà, j'ai montré une action, mais j'en ai plein en tête en première période. Il y en a au moins 2 ou 3 faciles. Donc, c'est faux. La deuxième chose, c'est que quand tu dis il est nul en ce moment, on a l'impression que tu remets en cause sa carrière, sa descendance, son éducation. Mais encore une fois, non, il est nul au PSG. Voilà, ça a été un grand joueur pendant 15 ans, 17 ans, 18 ans. Aujourd'hui, il est nul. Qu'est-ce que je te dise? Voilà, c'est tout. Et puis la dernière chose, c'est que moi je comprends pas, mais après on a le public qu'on mérite aussi. Hein. Les gens, ça les dérange pas de payer 70 balles pour voir Messi bon une fois dans l'année. C'est-à-dire que tu payes 25 fois 70 euros pour ceux qui payent pas cher, hein, parce que 70 euros, je suis gentil, pour voir Messi une fois bon contre le Real. C'est ça l'objectif du PSG, quoi. Maintenant, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'on attend Messi contre le Real. Et comme l'a dit Nico, après, il y a des gens qui vont venir te dire qu'il t'a fermé ta bouche, mais il a rien fermé du tout. Je vous le dis, hein, et il peut mettre même 8 buts si vous avez envie, il me fermera pas ma bouche. J'en ai rien à foutre de Messi, moi. Voilà. Le truc, c'est que moi, je supporte. Je sens pointer le casse-toi. Est-ce que je me trompe? Alors, je vais me retenir parce que tout le monde dort encore. Donc, oui. Ils ont de la chance. Mais en fait, je m'en fous de Messi, quoi. Voilà. Juste, il fait ton travail. T'es payé 40 millions d'euros par an pour faire ton travail. Et ben, si tu le fais contre le Real, tant mieux. On sera content pour le PSG. Mais ça me fermera pas ma bouche. T'as été claqué depuis le mois de septembre. Voilà, c'est tout. C'est vrai, Yacine, c'est vrai qu'on le sentait venir. Enfin, je sais que toi et moi, on était d'accord. Je pense que Nico aussi. Au moment où on parlait, on n'était pas très pour sa venue. On va pas se le cacher. Non, mais de toute façon, on avait bien expliqué. On était tous très contents parce que voilà, c'est Messi, etc. Mais on en avait discuté entre nous. On savait vers quoi on allait, quoi, avec Messi. Même dans le podcast, on avait bien expliqué que, en tant que marque, etc., t'es obligé de le faire. Mais sportivement, exactement. On avait dit que si on avait un choix, on le ferait pas. Et il y a même des gens à l'époque qui nous avaient dit, mais comment vous pouvez pas prendre Messi? Parce que des Messi, on en a déjà 8 dans l'équipe qui courent pas. Donc, à un moment donné, il va falloir courir sur un terrain de foot pour pouvoir jouer au foot. Guardiola, qui est quand même un des exemples aujourd'hui dans le football, et Klopp, la première chose qu'ils disent à leurs joueurs, c'est déjà, il va falloir courir. Bon, et pourtant, c'est quand même des entraîneurs qui aiment le ballon. Bon, nous, on a tout l'inverse. Voilà, nous, on a des joueurs qui courent pas. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur cette triste rencontre, hein, qui s'est malgré tout soldée par une victoire. Hein. Je répète encore une fois, but d'Mbappé. Vous voulez peut-être dire un petit mot sur le match d'Mbappé, qui n'a pas fait un grand match, mais encore une fois, qui est présent,
et qui permet à son équipe de remporter les 3 points. Vous voulez dire un petit mot avant qu'on passe sur les ultras, les tribunes, etc. JB peut-être Heureusement qu'il est là. C'est-à-dire que le jour où il partira, parce qu'il va partir un jour, hein, puis il va partir peut-être même bientôt, qu'est-ce qui va rester? Parce qu'en ce moment, il fait tout. C'est-à-dire, il marque, c'est le seul danger. Aujourd'hui, c'est même pas l'arbre qui cache la forêt, hein. C'est plus que ça. Donc, Pochettino, il devrait lui faire des bisous tous les matins, il devrait le mettre dans la glace, le border tous les soirs, quoi, parce que sans lui, il serait plus là. Nico, un petit mot sur Mbappé? Ouais, non, je vais surtout réagir à ce que tu dis, JB, c'est intéressant, mais tu sais, je pense que Mbappé, si tu le dégages du PSG demain, si tu le sors dans ce PSG-là, effectivement, ce serait catastrophique, parce que le PSG de Pochettino, il n'y a rien. Mais tu mets un entraîneur avec des idées de jeu, avec des idées tactiques, et tu peux, sans Mbappé, avoir une très belle équipe. L'effectif du PSG, tu sors Mbappé, tu as des entraîneurs qui t'en font une Formule 1 de cette équipe-là. Le problème, c'est évident que le PSG de Pochettino, tu vires Mbappé actuellement, ce serait un désert monstrueux. Et ouais, bah t'as bien dit, ouais, heureusement qu'il est là, même au-delà de ses buts, parce que quand il a le ballon, au moins il y a un frisson, quoi. Voilà, moi c'est juste ça. Hier au parc, quand Mbappé il récupère un ballon, je regarde, je me dis tiens il va se passer un truc. Mais s'il prend le ballon, je sais qu'il va rien se passer de toute façon. Il va faire 40 touches de balle, il va repiquer dans l'axe, il va se faire contrer. Donc voilà, Mbappé au moins t'apporte des frissons. Et puis même quand il est pas bon, il marque un but, voire 2, parce que celui qui marque hors jeu, je pense qu'il est valable pour moi. Donc voilà, le mauvais Mbappé, heureusement qu'il est là. Il fait un poteau hier aussi, l'ami Mbappé. Ouais, ça pourrait me faire 3 buts à MPG, j'en ai qu'un, je suis un peu Attends. C'est déjà pas mal. C'est un but qui te fait gagner les 3 points. Yacine, peut-être un mot positif sur Mbappé, parce qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui te poursuit à chaque podcast. Je lis, c'est Christophe. Hein, je salue Christophe, évidemment. Et il a le droit de ne pas être d'accord. Mais je crois, mon ami Christophe, que tu te trompes sur Yacine. Yacine juge ce qu'il voit. Lorsqu'Mbappé est bon, il le dit. Et lorsqu'Mbappé marque un but, mais fait un match moyen, comme c'était le cas hier, on le dit, et moi aussi, hein, j'ai aucun problème à le dire. Mais voilà, c'était une petite parenthèse et on te salue, Christophe, évidemment. Continue à commenter et on se fera un plaisir de te lire. Et je laisse la parole à Yacine. Peut-être a-t-il quelque chose de positif pour notre ami Christophe? Non, mais en fait, pas pour Christophe. C'est une blague, évidemment. Mais non, en fait, le truc, c'est que ouais, son match, il est globalement pas bon. Voilà, il y a 2-3 percussions. Alors, le problème aussi, c'est que alors quand ça a été lui à gauche, mais parfois Hakimi, parce que ceux qui tapent sur Hakimi aussi, quand il lève la tête à un moment donné, quand ils ont éliminé leur défenseur, il y a personne dans la surface. Donc évidemment que c'est un problème. Parce qu'il y a 2-3 fois où sur le côté Mbappé, il a commencé à accélérer, il a levé la tête, tiens, personne, donc faut revenir, et faut revenir sur Messi qui est venu au niveau de Verratti, ou faut donner à Verratti, enfin bref. Donc à un moment donné, c'est compliqué aussi de faire des bons matchs quand tu fais des différences, mais que tu peux pas aller jusqu'au bout de l'action. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le truc, c'est qu'on est quand même à la 92e minute hier, ou 11e, 91e. En fait, il lâche pas malgré tout. Et c'est une force parce qu'encore une fois, il y a le poteau, mais son match est pas terrible dans le contenu. Mais en gros, il attend encore ce dernier ballon pour essayer. Voilà, il a quand même cette faculté à pas lâcher. Parce que hier, 0-0, bon, c'est Rennes. Hein. Alors évidemment qu'ils veulent gagner, encore une fois, je ne dis pas. Mais à 4 jours du Real, tu peux très bien te dire que le mec, à la 80e, il a décroché et puis tant pis, quoi. Voilà, donc voilà, c'est sa faculté à quand même, malgré tout, aller chercher tout le temps ce but. Voilà, ça force le respect malgré tout, parce qu'il y a des joueurs qui sont aussi capables de tomber dans le trou, entre guillemets. Même si lui, je pense pas, parce qu'il a un contexte favorable, c'est lui qui doit faire la différence. Donc voilà. Oui, tu voulais ajouter une chose sur un peu. Ouais, juste pour finir sur le match, moi je vais quand même dire un petit mot sur Icardi, qui nous a fait une entrée assez magnifique. Alors sur l'action du but, quand il part avec le ballon, déjà, je sais pas si tu vois, mais il penche en avant. Alors je sais pas pourquoi il penche, je sais pas si c'est son bide ou mais déjà il n'arrive même plus à courir droit le pauvre. Il a un angle de 45 degrés. Et malgré ce déséquilibre, il fait une vingtaine de mètres sans tomber. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Bon, après, déjà,
Enfin, tout le La monde passe, part elle à est gauche horrible. vers Mbappé, lui il part à droite, je sais pas pourquoi. Et il a de la chance que Messi soit dans le coin, alors il donne un ballon dégueulasse, horrible. Messi réussit à rattraper le coup et à donner la passe décisive, mais voilà, au moins Icardi il est dedans. Alors, si on était aux États-Unis ou au Canada, quand on parlait de hockey sur glace, on dirait qu'il y a un assist quand même pour lui. Moi, j'ai envie de lui dire bah, bravo, bravo mon petit Icardi, parce que jouer avec un handicap, c'est pas simple. Lui, il en a un gros de handicap devant le bide. Et bah voilà, écoute, au moins, il a été au bout de son rêve. Et merci pour tout. Maintenant, faut partir, monsieur, mais on n'oubliera pas cette action, franchement. Nicolas, tu es très fort parce que tu réussis quand même à trouver du positif chez Icardi et je te rends hommage pour ça, mon ami Nicolas. Un dernier mot sur le match, parce qu'en fait, avant qu'on passe aux tribunes, sur le coaching, j'explique un truc rapidement, parce que j'ai critiqué le coaching de Pochettino hier. J'ai critiqué surtout un truc. Alors, il y a l'histoire de Verratti, parce qu'à un moment donné, moi aussi, je faisais partie de ceux qui se disaient, bon, c'est bon, 70. De toute façon, le match, c'est une purge. Oh, mets-le au chaud, mets-le au frais plutôt. Va le mettre dans le congèle, parce que là, faut arrêter. Parce que s'il n'est pas là mardi, je vous dis honnêtement, ça va être catastrophique. Mais bref. Mais il y a l'histoire de Mendes. Et moi, je comprends pas comment Mendes est ton seul latéral gauche, le vrai, hein, je parle. Diallo peut dépanner, tout ça. Ton seul vrai latéral gauche, inscrit en Ligue des Champions. Il reste 7 minutes et tu fais rentrer Mendes. Mais franchement, pour moi, ça, c'est de la bêtise. C'est-à-dire que 7 minutes, si le mec s'est pas bien échauffé, c'est un coup à te claquer sur une accélération à 7 minutes de la fin. Il n'a pas fait rentrer à 27 minutes de la fin, à 7 minutes. Mais pourquoi tu fais ce changement? Moi, je comprends pas. Ça n'a pas eu d'incident. Donc, Oui, donc tout va bien. non, mais bien sûr, heureusement. Je vois ce que tu veux Mais, dire. mais c'est D'ailleurs, pas sérieux. s'il ne le fait pas jouer Mendes dès le départ, c'est pour cette raison. Parce que Voilà, t'as bah, pas le fait d'autre. pas jouer. Bernat n'étant pas inscrit en Ligue des Champions, s'il se blessait lors de ce match, évidemment, c'était terminé. Voilà. Donc c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il ne rentrerait pas du tout, et il l'a quand même fait rentrer. Ou alors, si tu le fais rentrer, fais-le rentrer 30 minutes pour avoir un peu de, une sorte un peu d'entraînement, de mise en jambe. 7 minutes, t'as ni le temps de te mettre au chaud, de prendre le rythme. C'est pas une séance. Et en plus, tu prends le risque que le mec se pète s'il s'est mal échauffé. Mais c'est ridicule. Mais encore une fois, c'est pas pour taper sur Pochettino là que je dis ça. C'est vraiment que je comprends pas la démarche, quoi. Voilà. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas chez Pochettino. Est-ce que lui comprend, moi? Ça en fera une de plus. Donc on a fait le tour sur le contenu du match. On va passer un peu maintenant à ce qui s'est passé dans les tribunes. Alors attends, juste, excuse-moi, dernière mousse. C'est pas inquiétant pour. Non, parce que c'est pas. Non, parce que c'est Pochettino qui a dit ça en conférence de presse. Ouais. Pour lui, c'est pas du tout inquiétant d'avoir un seul tir cadré. On lui a posé la question. Est-ce inquiétant d'avoir un tir cadré en 90 minutes? Il a dit non. D'accord. Il s'est arrêté là. Après, je pense, il a peut-être pas développé sa réponse, mais je pense que la suite de la réponse est ça va de toute façon et blablabli. Merci pour cette précision, c'est très importante, Yacine, et je te remercie de m'avoir. Bah oui, parce qu'un tir cadré, c'est quand même. Oui, je l'avais signalé au début de podcast. J'avais donné le stat et effectivement, écoute, de toute façon, rien n'inquiète Pochettino. Ouais, c'est pas un tir cadré qui va l'inquiéter. Donc je le disais, mécontentement du collectif Ultra Paris hier, qui n'ont pas assisté au début de rencontre. Je crois qu'ils sont revenus à la 25e minute de la première mi-temps. Ils sont revenus. Ils avaient déjà mis une banderole dans le parking face à, je crois que c'était le match dernier face à Lille, où ils avaient exprimé le fait qu'ils ne reconnaissaient plus leur club. Et hier, ça a été beaucoup plus virulent. Alors pas dans les tribunes, je parle du contenu des banderoles. Tout le monde en a pris pour son grade. Les dirigeants, en la personne de Jean-Martial Ribes, il y a eu Monsieur Allègre qui gère le marketing et on va pouvoir parler des maillots. Leonardo, ce qui n'est, pour moi, c'est pas surprenant. Ça va peut-être surprendre certains supporters. Que les ultras s'en prennent à Leonardo. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que lorsqu'il était arrivé, lorsqu'il était revenu Leonardo en 2019, peu de temps après, les ultras avaient souhaité le rencontrer pour discuter un peu de choses et d'autres et des tribunes et de plein de choses. Et sans doute aussi de l'état d'esprit qu'il fallait insuffler aux joueurs, etc. Et Leonardo a toujours refusé de les rencontrer. Ça, c'est une vérité, c'est assez vérifiable. N'a jamais voulu rencontrer le collectif Ultra Paris. Dans son esprit, à Leonardo, c'est pas son boulot et c'est pas dans ses prérogatives. Donc voilà.
Et donc, c'est pour ça que hier, il y a eu une petite attention, une gentille petite attention à son égard, à l'ami Leonardo. Les joueurs aussi en ont pris pour leur grade. Les mots mercenaires ont été écrits. Il y a eu un soutien aussi à la joueuse Aminata Diallo après l'affaire Amraoui. Bref, on en avait parlé il y a 2-3 podcasts et on se demandait pourquoi les ultras ne communiquaient pas, étaient assez calmes vis-à-vis de la situation. Ils nous ont peut-être écoutés, hein, je ne sais pas. Évidemment. Quoi qu'il en soit, ils se sont réveillés et plutôt bien réveillés parce qu'il y a eu beaucoup de banderoles, beaucoup de messages. Et on va faire un petit tour de table. D'abord savoir ce que vous avez pensé. Est-ce que vous comprenez la réaction des ultras et notamment sur l'histoire du maillot. Je rappelle que ça fait le 3e match consécutif au parc où on joue pas avec nos couleurs. On a joué 2 fois en noir et hier pour le lancement du 4e maillot, ils les ont fait jouer en blanc. Donc pour toutes ces raisons, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les banderoles? Est-ce que vous trouvez ça injuste, juste? Allez JB, je te lance là-dessus. Là, moi, je vais me positionner non pas en supporter, mais en observateur extérieur. Quand tu es consommateur les plus fidèles. Je rappelle aussi que tu es un spécialiste de la géopolitique du sport. Tu as écrit un ouvrage avec Paris United sur les 50 ans du club. C'est un sujet que tu connais très très bien, Jean-Baptiste. Voilà. Donc, quand vos ultras, qui sont vos spectateurs les plus fidèles, les plus investis, qui consacrent une partie de leur existence au soutien du club, et pas comme des consommateurs lambda, vous disent attention, votre marque ne va pas dans le sens des valeurs de la marque, vous devez vous alerter. Or, au PSG aujourd'hui, le club est devenu schizophrène, il y a une coupure en deux. Il y a d'un côté le business et de l'autre côté le sportif. Le sportif, ça marche pas, c'est pour ça que les ultras à minima s'agacent, mais c'est surtout la première fois qu'on voit ça avec le CUP. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on voit, depuis que le CUP a été reformé, des banderoles, une telle manifestation, des tribunes vides et une tour qui monte. Il a déjà eu des banderoles, il a déjà eu. Alors peut-être pas contre les dirigeants en même temps. Mais contre des joueurs, ils avaient manifesté déjà en début de saison contre le nouveau maillot, rappelle-toi, bleu. Et là, ça monte sérieusement en tension, sachant que c'est quand même un stade où il n'y a pas de débordement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu les pointes de Marseille, de Nice ou ailleurs. Alors qu'il pourrait très bien y avoir ce type de débordement. Quand tu vois ça, tu as un problème au club. Et ce que ça révèle, c'est aussi la distorsion entre la marque qui est devenue le PSG, le sportif qui est aujourd'hui presque accessoire. On se demande même s'il n'y a pas eu un changement de stratégie à la tête du club. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que l'objectif, c'est pas vendre davantage de maillots plutôt que de gagner, d'avoir une équipe cohérente. Et tu le vois, là, les ultras se font les porte-parole finalement d'une identité, puis aussi d'un ras-le-bol collectif. Je veux dire, ça fait je sais pas combien de podcasts qu'on fait pour dire que Pochettino, c'est sympa, mais s'il pouvait retourner à Londres ou à Manchester, ça serait parfait. Qu'il y a quand même des joueurs qui passent plus de temps dans les boîtes de nuit qu'autre chose. C'est formidable pour leur vie sociale et pour leur vie affective. Et je suis content de savoir que Drexler s'épanouit. Mais est-ce que ça doit justifier le prix, moi, de ma place au parc? C'est une question. Et quand on voit le bilan aujourd'hui en termes de jeu, ça fait quand même 1 an et demi, presque 2 ans qu'on tire la langue. Et on veut nous faire acheter des maillots derrière qui sont de surcroît assez sympathiques. Mais les couleurs du PSG, c'est le rouge et le bleu, et à domicile, ça a toujours été ça. Donc à un moment donné, la NBA fait pas ça. La NBA travaille sur quelque chose qui est intéressant, mais il y a toujours une connexion avec ceux qui sont les plus investis. Il n'y a jamais de rupture. Là, il n'y a pas de dialogue. Et ça, c'est un vrai souci aujourd'hui. Merci JB. Nico, qu'est-ce que tu as pensé toi, de toutes ces banderoles? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ce qui se passe dans le virage Auteuil et les revendications du collectif Ultra Paris? Ouais, c'est un vaste sujet. Je vais surtout essayer de rebondir dans la continuité de ce que dit JB pour apporter un peu d'eau au moulin. Moi, je comprends la stratégie des dirigeants du PSG aujourd'hui, qui est de faire de Paris une marque mondiale. On ne devient pas un des plus grands clubs européens en si peu de temps, sans des moyens monstrueux en termes de marketing. Et je trouve, alors moi je suis moins attaché aux couleurs que vous, moi ça me choque pas que le PSG joue en noir. Voilà, moi c'est vrai que c'est ce côté maillot, couleur historique, ça me choque moins, même si évidemment je comprends l'importance d'avoir un maillot qui corresponde à l'histoire de ton club. Mais voilà, je suis moins sûr dans cette indignation de voir le PSG en blanc ou en noir. Et pour le coup, je comprends le marketing parisien et je trouve, honnêtement et objectivement, que ce qu'a fait Paris en 10 ans
en termes de progression de la marque. C'est juste, je crois qu'on n'a jamais vu ça en fait dans le sport, dans le monde. Et de ce côté-là, il faut saluer ce travail-là. Après, effectivement, et là je reviens à JB, tu peux pas te couper de ton public, tu peux encore moins te couper de tes ultras parce que c'est l'âme de ton cœur, de ton club. Et les revendications, parce qu'il y en a eu beaucoup hier, alors je les partage pas toutes, mais il y en a une en tout cas sur laquelle moi je partage. Et alors ça m'a fait rigoler hier soir de voir tout ça parce que ça me rappelait à une époque où il n'y a pas si longtemps que ça, et on n'est pas non plus des ancêtres, mais on chantait au parc souvent mouiller le maillot. C'était le slogan qui en gros résumait tout ce que tu pensais quand tu voyais un match de merde. En gros, c'est que tu avais des gars qui foutaient rien sur le terrain, tu envie de dire mais dépouillez-vous et courez quoi. Et en fait c'est ça pour moi le PSG aujourd'hui de Pochettino. S'il y a un truc que j'ai envie de leur dire, c'est ça, c'est mouiller le maillot. Parce que moi, alors, pareil, de manière assez égoïste, que Draxler aille en boîte tous les vendredis soirs et qu'il prenne son pied dans un carré VIP, honnêtement, je m'en fous. Que Verratti, les l'hygiène de vie, un étudiant de fac de droit de première année, je m'en fous. Que Messi, Neymar prennent 30 ou 40 millions pour jouer 50% des matchs, je m'en fous aussi. Mais quand ils sont là, moi, je veux voir des joueurs qui se dépouillent sur le terrain. Et elle est là, la revendication, en fait. Les mercenaires, les trop payés, les respectez-nous. Ils demandent que ça, en fait, je pense, les ultras. Comme d'ailleurs, j'aimerais que ce soit le cas de tout le stade, mais c'est même pas le cas, c'est ça le pire. Il y en a qui se contentent de ce qu'on voit. Mais moi, j'attends que ça, en fait. Quand je vois un match du PSG, j'ai envie de voir des mecs qui cavalent. J'ai envie de voir des mecs qui combinent parce qu'ils ont bien travaillé grâce à un bon entraîneur. Et puis, j'ai envie d'avoir des mecs qui ont un maillot bien crados à la fin du match parce qu'ils se sont dépouillés. Et ils te donnent pas ça aujourd'hui, les joueurs du PSG. Et elles sont là, en fait, les critiques. Les gens comprennent pas. Alors, Yacine, ça le rend fou quand il entend dire vous avez 16 points d'avance, vous êtes des voilà, on vous donne du caviar et puis bah voilà, vous savez pas l'apprécier. Mais en fait, les gens ne comprennent pas que le football, ce n'est pas que le résultat. Si c'était que ça, on se verrait 5 minutes tous les dimanches matins, on regarderait l'application des résultats, on dirait bah tiens, PSG a gagné, ah bah c'est bien, bravo, PSG a gagné. Ah bah là ils ont fait match nul, ah c'est moyen. C'est pas ça le football. T'es obligé d'analyser parce que quand on regarde du foot, enfin, moi en tout cas, quand je regarde un match de foot, je regarde pas juste pour voir le PSG gagner, je regarde parce que j'aime le foot et que j'ai envie de vibrer. Et ce PSG-là, les gens ne comprennent pas qu'il ne nous fait pas vibrer. Et les revendications hier du Cup, elles sont beaucoup plus globales, effectivement. Il y a plein de sujets qui sont abordés. Voilà, les féminines, la direction, il y a plein de sujets. Et la formation aussi, ouais. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais je pense, encore une fois, si on doit résumer juste la colère actuelle des supporters du PSG, c'est juste ça. Mouillez le maillot, les mecs. Parce qu'il y en a marre de ne pas vous voir vous dépouiller au prix où vous êtes payés. Voilà. Merci Nico. Yacine, toi qui fréquentes les travées du parc depuis 1982 tout de même, hein, ça ne date pas d'hier. Toi qui as vu toute l'évolution de ce club, parce qu'en 82, le club avait 12 ans. Aujourd'hui, on a dépassé les 50 ans. Et c'est vrai que ce que vient de dire Nico, les supporters, et je parle vraiment de ceux qui ont fréquenté les virages, aujourd'hui le collectif Ultra Paris, réclament un peu de respect, réclament que les joueurs mouillent le maillot. Encore une fois, le mot mercenaire a été prononcé. On a l'impression que cette version QSI du PSG, je parle des 2 dernières années, avec l'achat de plusieurs joueurs, mais sans cohérence sportive. Pour faire un parallèle, moi, je faisais le parallèle d'un smicard qui gagne à l'euro million, qui gagne 200 millions d'euros, qui s'habille chez Celio et qui du jour au lendemain va, chez les grandes marques, et puis il va acheter chez Gucci, Dolce Gabbana, Dior, Balenciaga, mais il sait pas s'habiller, tu vois, il met un pantalon Dior, des chaussures Balenciaga, il se fiche de savoir si les couleurs vont ensemble, si le style va ensemble. Et j'ai l'impression que le PSG, c'est un peu ça avec le mercato de cette année. C'est qu'on a pris des très, très bons joueurs, mais sans cohérence sportive, on en a déjà parlé. Et ça donne ça sur le terrain et ça donne beaucoup de frustration dans les tribunes, Yacine. Oui, parce qu'on a pris des joueurs qui... Oui, des noms. On a pris des noms. Alors, il faut toujours rappeler que le PSG est dans le championnat le moins visible des 5 grands championnats, et dans le championnat qui a le moins de droits télé, et dans le championnat qui est en retard économiquement. Donc, pour exister, il fallait faire ça. Et effectivement, on l'a souvent dit ici. Est-ce qu'il y aura une bascule après la Coupe du Monde ? En tout cas, on l'espère. Voilà. Mais il fallait de toute façon installer la marque, la faire grossière et l'installer définitivement. Aujourd'hui, je pense qu'elle est installée. On en parle souvent, mais quand tu vois des joueurs de NBA sortir de l'entraînement avec le survêt du PSG, c'est que tu es installé.
Donc, déjà de ce côté-là, c'était un passage obligatoire. La deuxième chose sur les maillots. Je rappelle quand même que, évidemment, que le maillot. Alors, le maillot, il a une histoire avant Echter. Il a l'histoire Echter. On a décrété que c'était celui-là désormais le maillot du PSG. Mais je rappelle que de 81 à 90, on jouait avec un maillot blanc à domicile avec la bande rouge et bleue. Donc le maillot historique, quand des gens te disent le maillot historique c'est Echter, il faut savoir que sur la durée, à un moment donné, on avait plus joué en blanc qu'en bleu au parc. Donc, quel est l'historique? Je sais pas. En tout cas, il y a les couleurs par contre qui sont marquantes. Ça, il n'y a pas de problème. Depuis 90, je te coupe, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est clairement le bleu qui prédominait sur les maillots du PSG. Oui, mais par exemple jusqu'à la reprise de Canal en 92 là, voilà. À partir de Canal, Voilà. On revient après. Stabilisé, voilà. Et encore les premières années de Canal, on a même des maillots blancs avec des manches bariolées. Enfin bref. Donc tu vois. Donc voilà. Tu parles Attention. du Commodore, là Hein? Tu parles du Commodore? Ouais. Donc voilà. Ensuite, il y a donc le maillot. Moi, ce qui me pose plus de problèmes, c'est d'avoir joué avec 3 maillots différents à domicile. Voilà, nos couleurs, c'est bleu, à la limite blanc. Tu fais un choix pour l'année, au moins tu t'y tiens. Mais bon, en noir, un coup en bleu, un coup en blanc. Après, tu as des histoires de, il n'y a pas de stock, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. C'est pas vrai, ça. Ouais, La troisième chose, c'est Jean-Baptiste parlait tout à l'heure du public. Évidemment qu'en fait, ton public, ton vrai public, ce sont tes supporters, c'est eux qui seront toujours là. Les autres qui sont arrivés pendant que la marque grandissait. Le problème, c'est attention à ne pas devenir Arsenal. Voilà. Et à devenir ce stade où tu fais venir des gens d'Asie avec le fameux package, mais ce sont des supporters d'Asie et que tu n'as plus ton socle de supporters franciliens, historiques, etc. Ça, c'est un peu le problème du développement de la marque. Et au parc, c'est vrai qu'on voit de plus en plus quand même de gens qui pas forcément l'air de connaître l'histoire du PSG, voilà, qui sont là parce qu'il y a des noms. Sur l'histoire des réseaux sociaux et tout, enfin de ce que disait Nico sur les sorties, je rappelle qu'avant les réseaux sociaux, les joueurs ne s'enfermaient pas chez eux à 20h. Ils sortaient beaucoup, sauf qu'on ne le savait pas. Ou alors on le savait du bouche à oreille. Donc effectivement. Il n'y avait pas Instagram à l'époque. Hein. Et voilà. Et oui. Donc tu le disais du bouche à oreille. Tiens, j'ai croisé un tel dans une boîte à Paris. Ça s'arrêtait là. Il y avait 2 personnes qui le savaient. Effectivement, aujourd'hui, c'est un peu différent. Moi, je pense que les revendications d'hier, elles sont logiques. Après, il y a le timing à 4 jours du Real. Alors, il y a 2 choses. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est le bon timing? Oui, parce que à 4 jours, c'est peut-être le moment, parce que c'est le match le plus important à ce moment maintenant là. C'est peut-être le moment d'envoyer quelque chose, un message. Le problème, c'est que tu pouvais pas non plus le faire avant parce qu'il y avait les jauges. Donc, oui, le timing, il est un peu spécial à 4 jours du Real. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que à la fin des messages, et les messages, moi, je suis d'accord avec tous les messages qui ont été passés, de Aminata Diallo à Leonardo, etc. Même Par contre, sur Kaira Amraoui, tu étais d'accord? je ne me positionnerai pas. Ouais. Ils ont appelé Kaira Amraoui. Je trouvais que c'était plutôt. Attention, sujet délicat parce que elle porte plainte très vite. Donc, moi, j'en parlerai pas non plus. C'est clair. Alors, je ne fais que répéter ce qu'il y avait sur les banderoles. Par contre, si vous voulez me contacter moi en DM, j'ai des noms. J'ai plein de noms. Aussi. Par contre, là où ça me pose problème, c'est que les joueurs n'ont pas salué les supporters à la fin du match. Oui. Et que ça, c'est un problème parce que qu'ils le prennent mal, et je le comprends, parce que ça fait toujours mal quand on te met un peu devant tes responsabilités, qu'on t'envoie des messages comme ça. Malgré tout, moi je pense qu'il y a eu quelque chose parce que Navas est resté sur le terrain un peu plus longtemps que les autres. Il était un peu vers la tribune Auteuil et il regardait un peu ce qui se passait, comme si je sais pas ce que je dois faire. Voilà. Malgré tout, je suis pas persuadé que ce soit la bonne réaction qu'ils aient eue, parce que justement, c'est à ce moment-là que tu aurais dû montrer aux supporters, ok, on entend vos messages, on les accepte pas forcément, on entend vos messages. Par contre, c'est pas le moment d'être en guerre. Et là, ils sont tous rentrés au vestiaire direct, comme s'il y avait un mot d'ordre. Ok, ils veulent jouer à ça, vous les calculez pas. C'est étonnant de la part de Marquinhos. Si tu as fini, je vais donner la parole à Nico, parce que je sais que tu n'as peut-être plus beaucoup de temps, Nico. C'est surprenant parce que Marquinhos est très apprécié du collectif Ultra Paris. Ils n'ont aucun grief contre lui.
C'est vrai que c'est D'ailleurs, il y avait un message sur lui. Marquinhos, l'exemple à suivre. Et c'est pour ça que ça m'étonne que Marquinhos n'ait pas pris ses collègues, enfin ses coéquipiers pour aller leur dire ouais mais quand même on y va. Ils ont chanté jusqu'à la fin malgré tout. Et on n'a pas vu aussi Marquinhos se diriger vers le virage. Et une deuxième question, Nico, est-ce que tu penses pas que in fine le PSG pourrait devenir un peu un stade à l'anglaise et peut-être se passer du collectif Ultra Paris, du virage Auteuil, pour avoir des spectateurs tout mignons, tout gentils et surtout des véritables consommateurs, parce qu'on sait que ça sera pas le cas. Le marketing, il ne vise pas les supporters comme les ultras. On sait que les ultras, ils ont pas, par exemple, les ultras dans leur culture ne vont pas aller. C'est rare de voir un ultra avec un maillot du PSG. C'est très très rare. Est-ce que in fine, c'est parce que aujourd'hui recherche peut-être le PSG de se dire de toute façon nous on va continuer notre politique et puis si vous n'êtes pas content, on vous remplacera par des spectateurs, on augmentera les prix dans la tribune Auteuil, on fera plus d'argent et on aura affaire cette fois-ci à de vrais consommateurs, ce qui correspond plus peut-être à la politique marketing du PSG, Nico. C'est difficile de répondre parce que le PSG a une particularité quasi unique en Europe, c'est qu'il y a 3 axes qui ont quasiment la même importance pour les dirigeants. Il y a évidemment le sportif, on a déjà dit plein de fois ici, il y a le marketing, il y a toute la partie Qatar avec le soft power. Donc tu as 3 parties aujourd'hui qu'ils essayent de conjuguer ensemble. Et j'ai pas le sentiment, et c'est un problème quelque part, qu'il y ait une part plus importante que les autres. Donc aujourd'hui, ce que tu perds en sportif en accumulant les noms, comme on a fait cette saison, tu le gagnes en image et tu le gagnes aussi un petit peu avec ton influence parce que parce que tu es à 6 mois d'une Coupe du Monde et que tu as dans tes rangs, on va dire, 3 des 5 meilleurs joueurs de la planète. Donc c'est assez difficile de jongler avec tout ça. C'est vrai que la Coupe du Monde au Qatar en 2022, on est nombreux à attendre pour voir s'il y a une bascule à partir de ce moment-là. Est-ce qu'une fois que cette Coupe du Monde sera passée, est-ce que le PSG va opter pour une autre direction? Est-ce que le sportif va devenir plus important et on va dire enfin que pour gagner la Ligue des Champions, il faut une direction sportive avec une autre ligne, avec une autre politique et est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va avoir moins de noms au PSG mais une équipe plus cohérente? Est-ce qu'au contraire, on va continuer à se dire, bon, bah voilà, maintenant que la Coupe du Monde est passée, que ça s'est bien passé, on va encore plus surfer là-dessus et puis on va encore accumuler les grands noms. Aujourd'hui, c'est assez difficile de savoir où le PSG veut aller. Je pense qu'il faut être vraiment très très bien implanté dans les hautes sphères dirigeantes pour savoir. Mais moi, j'entends déjà un petit peu parler du prochain mercato, j'entends parler de Paul Pogba. Bon, bah, typiquement, est-ce que le PSG aujourd'hui, toi, si tu as une direction sportive qui a pris le temps d'analyser l'équipe, est-ce que Paul Pogba, c'est le premier nom qui te viendra à l'idée pour te dire il faut des mecs qui courent plus, qui se blessent moins et qui vont t'apporter vraiment quelque chose à l'équipe? Donc, tu as déjà un élément de réponse, j'ai l'impression, avec ce genre de rumeurs. Et après, pour finir avec encore une fois la partie supporter et l'équipe, c'est vrai que Navas, hier, il interroge effectivement les joueurs pour savoir, mais on va pas les saluer ou on y va. Donc ça veut dire que soit effectivement ils se sont concertés à la mi-temps en disant bon bah les gars on s'est bien fait pourrir donc à la fin du match on n'y va pas et puis bah Navas il n'était pas dans le coin, il n'a pas entendu la consigne, c'est possible. Ou alors en fait bah ils ont décidé à la fin du match chacun de leur côté de se barrer. Navas il a été salué le Junior Club qui a fait le plus de bruit en première mi-temps que la petite tribune des gamins et tout qui a donné de la voix en première mi-temps, mais c'est évident que l'équipe n'a aucun intérêt à se couper du public parce que c'est aussi ce qui fait la force du PSG dans les gros matchs au parc, on le sait. Donc voilà, soirée bizarre de ce côté-là. Après, moi je t'ai dit encore une fois, par rapport au dossier supporter, moi je suis de ceux qui pensent que chacun a sa place dans un club de football. Les supporters doivent rester à leur place pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les écouter, ça ne doit pas dire qu'ils ne doivent pas s'exprimer, mais il faut aussi savoir, voilà. Le PSG n'est pas dirigé par ses supporters, il y a des dirigeants. Donc c'est un dossier en tout cas qui est explosif en ce moment. Et je pense que pour la fin de saison, il vaudrait mieux un gros match au parc avec une belle prestation collective et un bon résultat final. Parce que si on a encore une grosse purge du PSG avec des comportements, comme on a déjà vu en Coupe d'Europe, hein, on l'a déjà vu dans des matchs de Ligue des Champions, ce genre de comportement, des mecs qui courent pas, un bloc équipe fissuré au bout d'un quart d'heure. Si tu as encore ce genre d'attitude, ça peut effectivement exploser assez rapidement au parc.
Et effectivement, je termine là-dessus, je suis un peu long, désolé. Les dirigeants qataris n'ont jamais connu le parc en mode rébellion. Énervé. Ouais. Et je ne sais pas s'ils sont prêts à découvrir ça. Parce que même s'il y a moins de supporters qu'à une époque dans ce style-là, croyez-moi, moi je l'ai vécu dans les années 90, le parc énervé, je pense pas que Nasser et l'émir ils aient vraiment envie de vivre ça pendant 6 mois. Alors, ils l'ont vécu une fois, c'était pas en match, je l'avais rappelé la dernière fois, c'était après l'élimination de Manchester où ils avaient autorisé les ultras à rentrer au parc parce que le PSG s'était entraîné au parc parce qu'ils avaient eu peur d'aller au camp des loges parce on avait dit que les ultras allaient se rendre au camp des loges, etc. Finalement, les ultras avaient suivi, les joueurs, ils sont restés au parc, ils avaient insisté pour rentrer, ils les ont laissés rentrer. Et tout le monde se rappelle aussi de ce qui s'est passé pendant cet entraînement, les insultes, etc. Donc c'est vrai que c'était pas en condition de match, mais c'était très très violent en tout cas pour les joueurs. Oui, JB, tu voulais dire quelque chose là-dessus. Ouais, justement par rapport à ça, moi j'ai envie de poser la situation à ce qui s'était passé lors du match contre Dortmund, où on avait vu des images de liesse absolument incroyables, Di Maria qui était en mode christique avec les ultras qui étaient à l'extérieur alors qu'ils n'avaient pas le droit d'être là et l'ambiance était incroyable. Là, on a exactement l'inverse et effectivement, s'il y a une catastrophe face à Madrid, on risque d'avoir de vraies tensions. Faut pas oublier que les ultras, et c'est pas pour les défendre aveuglément, sont les premiers ambassadeurs de ta marque. Et on l'a vu avec le Covid, un stade vide ou un stade sans ambiance, c'est pas un stade qui a la même attractivité. Ton image joue. C'est-à-dire que ton image, elle est directement corrélée aussi à l'ambiance dans les deux virages. C'est pas pour rien que Nasser, quand il est arrivé, il a tout fait pour redynamiser des tribunes qui étaient pas là. Dans ta stratégie de marque, si la stratégie aujourd'hui du PSG est une réussite, on se rend compte que, et tu le vois à la Juve par exemple, tu le vois aussi avec les clubs anglais, c'est qu'à un moment donné, quand tes tribunes sont moins bruyantes, ton spectacle est moins bon. Tu viens aussi au stade pour ça. Et les dirigeants du PSG sont suffisamment intelligents, je pense, pour savoir qu'ils ont plutôt intérêt à se concilier les ultras, parce que ce sont eux qui risquent d'avoir un vrai effet négatif. On sait tous ce que ça veut dire un parc négatif. On a tous le souvenir des années 90. On se souvient très bien de ces moments-là. Je vois très bien ce à quoi fait référence Nico. Si demain il y a ça, les médias ne parleront pas des performances sportives du club. Ils parleront des problèmes. Et cette période-là, on l'a suffisamment connue pour savoir que ça a un effet sur les ventes de maillots, ça a un effet sur la visibilité et ça a un effet surtout sur les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, l'équipe, elle a été construite d'abord sur le sportif, mais aussi sur le nombre de followers. Ramos, il arrive au PSG pour ça aussi. Et ça, ils sont suffisamment intelligents pour savoir qu'à un moment donné, il va falloir temporiser. Ça passe par le terrain. Et là où je suis d'accord avec Yacine, c'est qu'hier, ça coûtait rien d'aller se prendre éventuellement 3-4 sifflets. Ils ont intérêt à être bons contre Madrid, sinon la fin de saison risque d'être très, très compliquée. Et ça, effectivement, le Qatar n'en a pas l'expérience. Merci JB. Un dernier mot avant de conclure ce podcast et je te redonne la parole JB. En cas de contre-performance mardi, donc une défaite, donc ça sera très difficile d'aller gagner à Madrid. Alors c'est 15 jours ou 3 semaines après Yacine, c'est 15 jours. 3 semaines. Non, 3 semaines. En fait, la semaine prochaine, il y a les matchs allés, les autres matchs allés, par exemple Lille. Ouais. Après, il y a une semaine de rien. Ouais. Et après, il y a le match retour. Il y a 3 semaines entre les. C'est le 9 mars, de toute façon. Voilà. D'accord. Clairement, JB, quelles seraient les conséquences en cas de contre-performance et d'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale pour le projet QT? Alors, on sait que le point d'orgue pour le Qatar, pour l'instant, c'est plutôt la Coupe du Monde 2022. Mais on sait que un beau parcours au PSG, c'est très important aussi pour le Qatar. Si ça se goupille mal mardi et que 3 semaines après on est éliminé, ça peut être catastrophique pour l'image du PSG, pour l'image du Qatar, et peut-être ça peut éclabousser indirectement la Coupe du Monde 2022 au vu des investissements qui ont été faits cet été, et notamment avec les venues de Messi, Ramos, etc., et les salaires énormes qui leur ont été donnés. Alors, si on prend le Qatar, il y a un truc très simple à comprendre, c'est que le PSG, c'est une partie de l'équation, mais c'est pas la seule. Leur principale obsession, c'est de réussir la Coupe du Monde 2022. Donc, j'ai envie de vous dire que la première priorité, elle est là. Le PSG n'est qu'un asset, un atout en plus. C'est sûr que ça la foutrait mal, clairement. Et puis, il faut être sûr aussi d'une chose, c'est que si derrière tu te fais éliminer par Madrid, t'as quand même de grandes chances dans les 3 semaines qui suivent de te prendre un départ d'Mbappé et d'être face à un problème de reconstruction.
Est-ce que ça veut dire que derrière, tu auras un désengagement de QSI? Moi, j'y crois pas. Peut-être que tu auras une ouverture du capital parce que ce serait ce serait pas improbable. Ça se voit ailleurs. C'est des choses dont on entend parler depuis longtemps. Après, qu'est-ce que ça aurait comme impact en termes d'image? Bah déjà, tu aurais moins de gens qui auraient envie de venir au club parce que, moins de gens qui auraient envie de venir voir le club. Parce que d'abord, tu auras beaucoup moins de compétition. Tu es éliminé de la Coupe de France, il te restera que le championnat. Le championnat, tu l'as gagné. Donc, ça risque d'être assez moyen sur le prêt. Donc, tu n'auras pas forcément envie, toi, d'aller dépenser de l'argent et tes 70 € pour aller voir des matchs moisis d'un club champion de France, mais qui sera en sinistrose complète, avec des ultras qui vont être en feu. Maintenant, il suffira de parler de mercato, il suffira d'agiter les rumeurs Pogba et compagnie, de gérer la fin de sortie. Donc oui, le PSG a beaucoup à perdre. Est-ce que ce sera définitif? Non. Est-ce que ça va est-ce qu'il y aura une grosse pression? Évidemment qu'il vaudrait mieux battre Madrid, mais après Madrid, tu auras d'autres clubs. L'idée, c'est d'être au moins dans le dernier carré. Ça paraît compliqué vu le niveau de jeu. Et c'est là où moi je serais pas forcément très catastrophiste. Je pense que cette année va pas être l'année dont on rêvait le Qatar, mais finalement c'est pas grave parce qu'à la fin de l'année, il y a la Coupe du Monde et c'est ça qu'ils veulent réussir. L'exposition du PSG à la boîte ce qu'elle est, elle n'arrivera jamais à atteindre celle d'une Coupe du Monde. Donc tant qu'ils font pas n'importe quoi et que t'as pas des violences dans le stade, le reste t'arrives à le storyteller, t'arrives à communiquer. Nico, avant que je te libère, un petit mot là-dessus. Est-ce que tu penses aussi qu'en cas d'élimination en huitième, bon déjà ça serait une grosse catastrophe, mais est-ce que ça peut engendrer pas mal de changements l'été prochain et notamment en termes de dirigeants? Je pense que Nasser Al Khelaifi est assez protégé de par son rôle à l'ECA et de par sa position à l'UEFA qui est très forte aujourd'hui, mais peut-être que un peu en dessous ça peut, et notamment je pense à Leonardo, hein, il peut y avoir pas mal de changements l'été prochain en cas de déconfiture, mon ami Nicolas. Après, ça dépend comment tu te fais éliminer, encore une fois. On a un huitième de finale entre deux équipes qui peuvent, qui font partie des 5-6 favoris pour la victoire finale. Donc évidemment, il va y avoir un déçu. Mais ce ne sera pas plus catastrophique pour le PSG que si c'est le Real qui se fait éliminer ou que si tu avais eu d'autre côté, je sais pas, un City Bayern avec forcément un gros qui tombe à ce moment de la compétition. Voilà. Le tirage au sort fait qu'il y a un gros qui va tomber en huitième. Ça fait partie aussi de la compétition. Tu t'affrontes un favori, tu te fais éliminer. Si tu te fais éliminer proprement. Voilà. Au vu des investissements, du recrutement. Les investissements, Mousse, combien investissent les autres? Le Real, on a l'impression quand on parle d'eux qu'ils ont un budget de 40 000 € et qu'ils payent avec des pétales de rose. Évidemment que le Real aussi a des investissements monstrueux. Ce sont des équipes qui sont programmées pour aller au moins en demi-finale. Quand tu te fais éliminer avant, c'est évidemment très très embêtant, très pénalisant pour plein de choses. Mais ça fait aussi partie du football. Et quand encore une fois, le tirage au sort fait que tu as un gros qui tombe. Bon, bah voilà, ça arrive. Si tu te fais éliminer après 2 beaux matchs où tu as fait ce que tu avais à faire, tu as fait une belle partie, tu perds parce que tu prends un but sur la fin ou parce que. Enfin, tu vois, ça dépend comment tu te fais éliminer. Enfin, si tu te fais éliminer en faisant 2 matchs atroces, avec une attitude absolument déconcertante, avec un fond de jeu inexistant, et que tu te fais marcher dessus par le Real, évidemment que là, en termes d'image, c'est pénalisant. On ne peut pas comparer l'élimination du PSG l'an dernier, par exemple, contre City, avec celle contre Manchester United en 2019, tu vois. Voilà, il y a des contextes qui sont différents. Donc, moi, une élimination, je ne pense pas que ce serait catastrophique en termes d'image, parce que ça fait partie, encore une fois, du sport, du football. Par contre, la conséquence que ça va avoir, c'est que, on va avoir 3-4 derniers mois où on va juste vraiment se faire chier pour le coup, où là, il va falloir compter les jours, parce qu'on va vraiment s'ennuyer de mi-mars à mi-mai, on va vraiment s'ennuyer très très fort. On avait connu Nicolas après la défaite face à Manchester d'ailleurs. Oui, bah comme d'autres, hein, comme le PSG qui se fait éliminer en huitième, on en a quand même vécu un paquet de fois ces dernières années, ça arrive. Mais après, les conséquences, là je pense, elles seront plus emmerdantes, c'est que tu vas forcément avoir un impact sur ton effectif. C'est-à-dire que comment est-ce que si tu fais vraiment un très très mauvais match, comment derrière tu vas convaincre Zidane de venir, parce qu'en ce moment c'est vraiment la seule priorité. Comment tu vas convaincre encore, comment tu peux encore continuer à espérer faire signer Mbappé, puisque c'est encore ton projet. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire bon bah on s'est complètement planté dans notre direction sportive, on fait un virage à 180 degrés et on part sur une nouvelle direction? Est-ce que le Qatar est capable de ce genre de remise en question? Je vous rappelle qu'après Manchester, il n'y a pas eu de bouleversement.
Après le 6-1 de Barcelone, il n'y a pas eu de bouleversement. Le Qatar, dans ces cas-là, généralement, c'est on sort le carnet de chèques et puis Il y a eu le départ d'Antero quand même après Manchester. Hein. oui, t'as des départs, mais t'as pas une politique sportive qui change. À l'arrivée, c'est la même chose. Le Qatar, quand ils ont un problème, la réponse c'est on sort le carnet de chèques et on fait venir des monstres. Donc ça peut tout à fait être ça cet été. Si tu te fais éliminer contre le Real, ça peut être bah voilà, on s'est fait éliminer, on a perdu Mbappé, bah regardez, on vous a fait signer Haaland et Pogba, donc maintenant taisez-vous et puis vous avez un bel effectif, on est reparti pour un an. Ça peut être ça, hein. Moi je serais pas complètement non plus surpris que ce soit le genre de réponse qu'on peut donner, mais après on donne peut-être aussi l'image d'être super négatif et inquiet pour ce match. Moi le match contre le Real, je suis pas du tout en position de dire oh là là là, PSG joue tellement mal, on va se faire dérouiller. Mais alors je veux vous dire, je pense même aujourd'hui que le PSG va potentiellement être capable de marcher sur le Real mardi soir. J'en suis mais vraiment convaincu. Alors ça n'arrivera peut-être pas, mais que le PSG en passe 2 ou 3 le Real mardi soir, pour moi ce serait pas non c'est pas impossible, c'est une équipe qui est lisible. Et puis si tu lui donnes des espaces, tu peux effectivement te faire défoncer. Donc moi je fais pas partie des gens qui disent on va se prendre une grosse branlée, puis tant mieux quelque part parce que ça va nous rappeler que l'argent gagne pas tout. Bah écoutez, on verra. On verra, mais bien malin celui qui est capable de donner le scénario de ce match, franchement. Allez Yacine, pour conclure ce podcast, hein, même question, est-ce que ça serait catastrophique selon toi ou comme l'a dit Nico, voilà, il n'y a qu'un seul vainqueur à la fin en Ligue des Champions et tout dépend aussi de la manière dont tu te feras éliminer ou bien, comme l'a dit Nico aussi, hein, moi je fais partie de cela, voilà, c'est le Real certes, c'est pas un Real qui est imbattable. Il me semble que Benzema n'est pas dans le groupe ce week-end. Il est Non, encore pas encore, préservé mais il est annoncé lundi, lundi à Paris, il a annoncé en tout cas. dans le groupe Ligue des Champions. Ouais. Après, on verra s'il va démarrer, mais je pense que oui quand même. Il a dû rater 2 matchs, il me semble, donc c'est Ouais. possible. Donc pour conclure, toi Yacine, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est le tournant, le match de mardi, ou quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera une saison comme une autre et on reconstruira l'été prochain? Non, c'est pas un tournant parce que moi je rejoins tout ce qui a été dit et notamment Nico, c'est-à-dire que tu pourras le savoir après si c'est un tournant dans le sens où c'est la manière qui va dicter. Toujours pareil, quand tu vas en demi-finale, sans manquer de respect à personne, mais t'élimines Benfica, le Sporting, voilà, et tu sors en quart, mais t'as éliminé le Bayern et tu tombes sur City. Quoi qu'il arrive, ok, t'as été en demi avec l'un, mais c'est pas le même parcours. Donc c'est toujours comme ça. Et par exemple, l'élimination face au Real en 2017, 18. ouais, 2018, ouais, 2018, le match aller, il n'y a rien à dire. Le match retour, il est horrible. Donc là, tu l'as mauvaise et pourtant tu perds que 2-1. Mais le match retour, il t'existe même pas. Tu fais semblant de vouloir te révolter, mais t'existes pas. Et c'est ça qui est dur. Donc, je pense qu'il y aura la manière. Je pense pas qu'il y ait d'impact sur le futur parce qu'il faut pas oublier non plus que on parle de la Coupe du Monde, l'échéance Coupe du Monde avec le Qatar. Il faut oublier que le Qatar est en train de construire son centre d'entraînement high-tech à Poissy et qu'il est prévu d'ouvrir pour l'été 2023, ce qui veut dire que dans 1 an et demi, et c'est du très très haut niveau ce qu'ils sont en train de faire là-bas avec tout le club en plus, judo, handball, foot féminin et foot masculin de haut en bas, école de foot jusqu'au senior. De la formation jusqu'à l'équipe A. Voilà, donc c'est juste exceptionnel. Donc évidemment qu'ils vont pas partir demain, il n'y a pas d'impact, il n'y aura rien de grave. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit ça comme ça, mais il y aura du changement, que ce soit tant dans le dirigeant, dans la façon de voilà, dans le projet sportif. Voilà, le truc, le centre de Poissy, il n'est pas question que QIC se désengage. Le truc, c'est que je pense que il y aura, pour moi, c'est que mon avis encore une fois. S'il y a élimination là contre le Real, je pense qu'il y aura une réelle remise en question sur la politique sportive. Parce que la Coupe du Monde sera passée, même si elle arrive en plein milieu d'année, donc bon, compliqué, mais la Coupe du Monde sera passée, le centre d'entraînement va arriver, et en fait, tu te rendras compte que ça fait maintenant 11 ans ou 12 ans que tu es là, que ok, tu as installé ta marque, mais que sportivement, tu n'as pas atteint l'objectif que tu voulais. Et finalement, la comparaison pour tout le monde, parce que les autres clubs, c'était des grands clubs, mais c'était Chelsea. Et Abramovich avait mis 10 ans. Là, tu vas le dépasser. Donc finalement, maintenant, là, tu es en train de prendre du retard malgré tout sur tout ça. Donc moi, je pense que s'il y a élimination là, il peut y avoir un gros coup, parce qu'on sait comment ils sont. Il faudra marquer le coup. Mais il peut y avoir une réelle réflexion sur
la politique sportive, le dernier problème qui va se poser, c'est que tu as des joueurs qui ont encore au moins 2 ans, 3 ans de contrat avec des gros salaires et que ta politique sportive, si tu libères pas ces joueurs-là, je parle pas d'argent, c'est-à-dire que le PSG peut peut-être rajouter encore 10 joueurs s'ils veulent en moyens financiers. Le problème, c'est que tu peux pas faire un groupe à 40 joueurs. Donc, si tu n'arrives pas à te débarrasser de ces joueurs-là, ils vont te plomber. Les Draxler, les Kurzawa, tu peux faire ce que tu veux, mais ça, c'est des joueurs qui te plombent même ton mercato. Eh ben écoute, merci beaucoup Yacine. Alors un dernier tour de table, un petit pronostic, 30 secondes. Nico, face au Real, qu'est-ce que tu vois toi? Alors comme vous le savez, hein, je le dis tout le temps, je suis très très mauvais en pronostic. Donc je vais dire un partout. Voilà, comme ça je sais que je vais me planter et qu'il y aura sûrement mieux pour Paris. Non, je pense que Paris gagne. Honnêtement, ça va tellement dépendre du Real en fait ce match. C'est horrible de dire ça à ce moment de la saison, mais je crois que c'est le Real qui a les clés du match. Si le Real vient comme Rennes avec un énorme bus à vouloir juste défendre et à jouer en contre, le PSG va galérer. Si le Real vient un petit peu en disant on s'appelle le Real Madrid, on vient à Paris pour gagner, donc on vient faire du jeu, ils peuvent se faire vraiment punir. Donc j'espère que Carlo Ancelotti aura un tout petit peu d'arrogance à ce niveau-là et qu'ils vont venir avec beaucoup d'ambition. Mais si Ancelotti vient pour laisser le ballon au PSG, ouais, le 1 partout me semble assez cohérent. Et je vais me planter du coup. Ça marche, un partout, c'est noté. Et évidemment, si tu te trompes, on te le ressortira en pleine face. La grande famille Paris United, c'est beau. J'y vais toi, ton chrono. Moi, j'espère qu'on aura un bon match et je pense qu'on fera un bon match. Après, j'aimerais une victoire 2-1, ça aurait de la gueule. Ça sera peut-être pas suffisant pour se qualifier, mais en tout cas, à l'aller, je pense que ça me paraît être pas mal. J'y crois. Très bien. Surtout que oui. Rappelons que les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Donc, Oui, victoire 2-1 est un bon résultat maintenant. Ah, c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. Et le très, très, très optimiste Yacine Amned, quel est ton pronostic? Hein? Moi, je pense une victoire de Paris 1-0 parce que justement, comme les buts à l'extérieur ne comptent plus, en fait, le Real n'a aucune obligation d'aller marquer. Donc, je pense que ça va être un match très fermé parce qu'en plus, Ancelotti, il aime ça. Le bloc bas, les transitions. Mais honnêtement, s'il manque Benzema, je pense vraiment que le match, enfin Benzema et Mendy d'ailleurs, parce que Ferland Mendy à gauche, oui, c'est vrai. C'est pas Marcelo. Ouais. Je pense que le match peut prendre une autre tournure. C'est pour ça que là, je dis 1-0, mais c'est pareil, c'est-à-dire que s'il te manque Marquinhos, je peux pas te dire le même score. Aujourd'hui, avec le groupe qu'on connaît des deux côtés, moi, je vois la petite victoire 1-0 avec un match assez fermé quand même. Ouais, et puis il y a aussi un doute qui subsiste sur la titularisation ou non de Neymar. On verra si normalement il sera dans le groupe. Mais bon, avec ce club, c'est pour jamais. Hein. Je peux dire juste un mot là-dessus. Moi, je vous dis pourquoi je la sens. Parce que vu les prestations de Di Maria depuis un mois, moi je le sens gros comme une maison, lui dire écoute, vas-y, t'as 1 heure dans les jambes, fais 1 heure et puis et on passe. Je pense que Neymar, lui, va vouloir, il va peut-être insister auprès du coach pour lui dire je suis prêt, c'est le Real, etc., etc. Donc, en tant qu'ancien Barcelonais, Messi et lui peut-être trouveront une motivation supplémentaire. Merci beaucoup, messieurs. Merci de m'avoir accompagné ce matin, de bonne heure. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne fin de journée. Merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Et on se retrouve mercredi après la rencontre face au Real Madrid pour débriefer ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Bon week-end à tous et à bientôt. Ciao. Ciao.